Chaque année, on voit défiler des millions de photographies un petit peu partout. Je prends, vous prenez, des milliers de clichés de nos familles, de nos voyages, de personnes qu'on croise. Qu'est-ce que deviennent ces images? Pour ma part, j'essaye à chaque fois de faire l'aller-retour, de rendre ces images, de rendre ces sons que je capte un petit peu partout dans le monde, vers les personnes qui me les ont offerts. Il y a quelques années, je suis en Irlande du Nord, à côté de Belfast, pour assister à une réunion de ce qu'on appelle des femmes de mer, des femmes courageuses, en lutte, qui sont là pour défendre leurs droits, pour défendre les droits de leurs maris, pour défendre leur implication, leur intégration dans certaines lois européennes qui les oublient complètement. L'humeur est magnifique, très bel accueil. Moment de pause, un petit peu comme ici, moment de pause où tout le monde part. Je décide de partir à côté de Belfast, dans un petit port de pêche, et je rencontre une famille. Je rencontre une famille, un père, sa fille. On commence à discuter, à échanger. On s'entend bien. Et naturellement, le père me demande: est-ce que tu peux me prendre en photo avec ma fille? J'ai pas de photo de nous deux. Voilà, il me tend son appareil photo. L'appareil photo ne fonctionne pas. Je lui dis: je vais te prendre en photo avec le mien. Je le prends en photo avec sa fille. Alors je travaille en argentique avec des pellicules à l'ancienne. Donc il me demande: est-ce que je peux voir la photo? Je lui dis: non, je ne peux pas te montrer la photo, mais je te l'envoie. On échange nos emails. Tout se passe bien. Je rentre à Paris, je fais développer les pellicules, je regarde mes planches contact, une photo ratée, une photo à peu près réussie, et je me dis: je vais le renvoyer. Et là, impossible de trouver l'email, impossible de trouver le numéro de téléphone. Donc je contacte les Femmes de Mer, cette association qui est un petit peu en Europe, un petit peu partout en Europe. Je contacte des gens dans le village. Personne ne connaît ce père et cette fille. Et pour moi, au bout de... Ça faisait déjà une dizaine d'années que je travaillais comme ça, avec ces échanges, ces allers-retours entre les personnes que je photographiais, que j'enregistrais, et leurs retours et les nouvelles histoires qui étaient proposées au travers de ces échanges. C'est témoigné comme un échec. Pas un échec professionnel, je m'en fiche. Enfin, à la limite qu'il n'y ait pas d'histoire derrière, qui soit publiée dans la presse, qui soit entendue à la radio. Comme un échec personnel, parce que ces personnes m'avaient fait confiance, m'avaient offert une partie de leur histoire, m'avaient offert une partie de leur vie, et j'avais envie d'aller plus loin avec ces personnes. Mais pour l'instant, c'est un échec. Quelques années plus tard, je me rends en Géorgie, je rencontre ces jeunes à Tbilissi, dans le Caucase, qui sont en train de faire de la danse, de danser dans le métro de Tbilissi. On commence à échanger, ils commencent à me parler de l'échange entre la France, entre la Géorgie, ils commencent à me parler d'Alexandre Dumas, ils commencent à m'enseigner l'histoire de leur pays que je ne connaissais absolument pas. On pousse l'échange un petit peu plus loin. Et chaque étape de mon travail est comme ça. Je vais en reportage, je rencontre des personnes, on se renvoie nos sons, ils m'envoient aussi parfois des photos de moi qui permettent d'échanger aussi, où je leur parle de ma vie ici. Et en 2007, on m'envoie à Tombouctou. On m'envoie à Tombouctou pour les Nations Unies. Les Nations Unies, nos impôts, vos impôts, financent entre autres, un certain nombre de programmes pour sensibiliser des personnes dans le monde entier à la préservation de leur patrimoine. La préservation de leur patrimoine bâti, comme ces mosquées dont vous avez dû entendre parler lors de la dernière guerre au Mali, certains mausolées ont été détruits, mais aussi les patrimoines vivants. Ce qu'on appelle les patrimoines vivants, c'est les contes, c'est les petites histoires que les personnes se racontent au fil des siècles et qui se transmettent. Ma position de reporter, à chaque fois, est d'enregistrer ces histoires, de les rapporter en France, aux États-Unis, en Europe, pour les transmettre à d'autres personnes. Ce qu'on me demande, à chaque fois, c'est de mettre en lumière ces histoires. Mais il y a juste un petit détail qui m'embête à chaque fois dans ce travail. C'est que ces personnes que je photographie, ces personnes qui me confient, qui m'offrent leur histoire, qu'est-ce qu'elles voient de cette production? Est-ce que le petit garçon en blanc, en bas de la photo, il connaît l'histoire des deux autres petits garçons qui sont sac à dos en train d'aller à l'école ou de revenir de l'école? J'en suis pas sûr. Est-ce que la femme qui se retourne, elle est au courant de l'histoire de l'imam dans cette mosquée? J'en suis pas sûr. Et ce que j'ai observé lors de ce voyage en 2005 à Tombouctou,
c'est que tous les jeunes n'avaient pas de réseau portable. En revanche, ils avaient tous des téléphones portables dernier cri. Et comment est-ce qu'ils faisaient pour échanger avec leur téléphone portable? Ils utilisaient le protocole Bluetooth. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le protocole Bluetooth pour échanger des fichiers sans réseau. Eux se sont inventés leur propre réseau d'échange et de communication dans le Sahara. Il suffit qu'une personne soit à 3-4 mètres d'une autre personne et elle peut lui passer une photo, lui passer une vidéo, lui passer un son. Je suis revenu à Paris avec cette idée et aussi en ayant téléchargé par Bluetooth des clips de rap sahraoui, des clips, des musiques qui m'ont offert là-bas. Je suis allé voir l'UNESCO et le PNUD, le Plan des Nations Unies pour le développement, et je leur ai dit, est-ce qu'on n'utiliserait pas le Bluetooth plutôt que vos réunions où il y a 50 ministres et quinzaine d'hommes politiques de chaque pays? Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le Bluetooth au Sahara pour transmettre ce que nous, reporters pour les Nations Unies, enregistrons? Est-ce qu'on ne peut pas le redonner aux personnes? Au même moment, un de mes amis était en train de développer des cannes pour aveugles qui permettent aux aveugles de détecter, via un protocole Bluetooth, certains obstacles qu'ils ne peuvent pas voir d'habitude. Ça consiste en des petits boîtiers, comme 2 télécommandes comme ça, qui émettent des signaux auprès des aveugles. Et il était en train de développer un protocole pour permettre d'émettre pas uniquement des vibrations, pas uniquement de la parole, mais aussi des vidéos. Cet ami m'a aidé à découper les vidéos, à les intégrer, les vidéos que j'avais filmées sur les patrimoines de Tombouctou, sur les patrimoines chantés surtout, m'a permis de les intégrer dans ces boîtiers Bluetooth, et je suis reparti à Tombouctou avec ces boîtiers. J'ai de nouveau filmé là-bas, j'ai de nouveau intégré des vidéos dans les boîtiers Bluetooth, et une fois que les boîtiers étaient suffisamment pleins de vidéos, on les a installés un petit peu partout dans la ville, plutôt aux endroits où aussi les jeunes échangeaient des vidéos de rap, des vidéos qui n'avaient rien à voir avec Tombouctou. Le ministre est venu pour inaugurer le protocole Bluetooth dans Tombouctou, le grand imam de la mosquée de Tombouctou est venu. Ils ont réussi à échanger leurs carnets d'adresses respectifs dans le protocole Bluetooth pendant que toute la population des jeunes de Tombouctou était en train de télécharger tous ces patrimoines. Et quelques années plus tard, on fait un bond de 1500 km, on va à Tamanrasset en Algérie. Je me retrouve sur le marché illégal de la musique en Algérie et je retrouve certaines des vidéos que j'ai filmées. Mais certains y avaient ajouté des sous-titres, certains y avaient ajouté d'autres musiques qui n'étaient absolument pas conformes aux Nations Unies, on va dire. Cet aller-retour a permis en fait aux images de circuler, a permis à certaines légendes qui disparaissent, à certains contes qui disparaissent, de circuler dans le Sahara, de circuler au-delà du Sahara. Quand on vient en tant que reporter, on prend beaucoup, on nous offre beaucoup, mais on rend très peu. On voit, grâce au développement de la téléphonie portable au Sahara, une émergence d'idées. Parfois, le réseau ne passe pas, mais ce n'est pas grave, il y a une invention de nouveaux réseaux. Et à chaque fois, sur chaque projet, avec d'autres amis, on essaye, au Sahara et dans d'autres régions du monde, on essaye d'utiliser ces technologies pour rendre ce que l'on nous offre sur le terrain. Il y a quelques années, le Sahara est devenu zone rouge. C'est devenu une zone où on entendait parler de terrorisme, on entendait parler d'enlèvement, on entendait parler de compagnies minières qui sont en train de polluer absolument tous les sols. Mais on n'entendait pas parler de la vie réelle des Sahariens. Sur 12 millions de kilomètres carrés, il y a en effet des endroits dangereux. Sur 12 millions de kilomètres carrés, 12 millions de kilomètres carrés. Je ne sais pas si vous voyez, moi je ne vois pas. Vous prenez la Mauritanie, vous allez au Soudan, voilà. Vous traversez toute l'Afrique sur une bande très large. Il n'y a pas la guerre partout, loin de là. Il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes hyper connectés, il y a des jeunes qui ont envie, qui ne rêvent pas uniquement de venir en Europe, mais qui ont envie de développer leur pays. Il y a énormément de populations qui ne souhaitent plus reposer uniquement sur l'aide humanitaire, sur les ONG, sur les projets qui viennent de l'étranger. Et parmi ces jeunes, un certain nombre de musiciens.
il se trouve que les hasards de la vie ont fait que je rencontre un certain nombre de ces musiciens, de groupes comme Tinariwen, de groupes comme Bombino, des gens avec qui on se voyait très naturellement au Sahara. Ils étaient soit chauffeurs pour certaines personnes, c'était soit des lieux d'hébergement. Et ces personnes avaient utilisé la musique pour développer leurs revendications politiques. Vous avez peut-être entendu parler des rébellions Touareg, mais il y a plein d'autres revendications au Sahara. La revendication pour avoir un avenir, comme ici, la revendication pour pouvoir avoir une université. Il n'y a pas une université sur 12 millions de kilomètres carrés, ce qui peut paraître incroyable. Toutes ces personnes essayaient de développer ça. En revanche, ils avaient acquis entre eux une connaissance des nouvelles technologies incroyables. Ils avaient acquis entre eux une connaissance de l'échange de ces fichiers. Et ils me poussaient à témoigner de cela. Donc j'ai décidé de monter un projet qui s'appelle Sahara Rocks, à la fois Rocks pour le rock, évidemment, mais aussi Rocks en anglais qui veut dire le Sahara tremble. Le Sahara est en train de vibrer. Il y a toute une énergie où on est loin d'être dans une zone de dunes, de beaux Touaregs fiers sur leurs chameaux, habillés tout en bleu. On est dans une zone de vie avec des envies d'études, avec des envies matérialistes, avec des envies de réussite, avec des envies aussi de sortir de cette image. Et Bombino, que vous voyez là, en photo, en ce moment, il est aux États-Unis, en train de jouer avec Keith Richards, il est en train de jouer avec Bob Dylan, il est en train de jouer avec tous les plus grands musiciens au monde. Mais lui-même est devenu prisonnier de cette image de représentant de la culture du Sahara. Et il me le dit. Il me dit « Arnaud, c'est hyper sympa de vouloir bosser sur les musiciens au Sahara, de vouloir transmettre cette idée que grâce à la musique, on peut avoir une autre image du Sahara, mais il faut montrer aussi l'autre Sahara. » Soit dit en passant, quand je cherche un éditeur pour un livre, on me répond automatiquement « Non mais ça ne se vend pas le Sahara réel, ce qu'on veut c'est le Sahara mythique. C'est le Sahara des années 30, c'est le Sahara colon, c'est le Sahara touristique. » Et eux me poussent. Et comment est-ce qu'ils me poussent? À chaque fois que je photographie, à chaque fois que j'enregistre un son, j'utilise les réseaux sociaux. En ce moment, ils sont complètement dingues de WhatsApp, et WhatsApp au Sahara est en train de vraiment bousculer toutes les habitudes qu'ils avaient prises avec Facebook. Et ils me critiquent. Ils me critiquent en négatif, évidemment, forcément, mais ils me critiquent aussi en positif. Ils me poussent à aller plus loin que le petit pneu qu'il y a au bord de la route. Parce qu'évidemment, au Sahara, il y a plein d'histoires, et ce petit pneu qu'il y a au bord de la route, c'est une piste pour faire du trafic, en fait. C'est-à-dire, vous sortez de la route, c'est l'indication pour faire du trafic. Donc évidemment, moi, en tant que reporter, ça m'intéresse, c'est un petit peu excitant, des trafiquants qui franchissent les frontières. Donc ils me disent, non, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des fraudeurs, il y a aussi des jeunes qui se lèvent, qui se bougent, qui sont connectés. Comme Rokia, qui habite maintenant à Bamako, au Mali, et qui fait partie de cette jeunesse complètement connectée, qui est en demande de notre retour, du retour de nos images, pour pouvoir surréagir. Ici, on entend tout le temps parler de mass média. Mass média. Essayer de convaincre le plus grand nombre par des informations, par des tweets, par des likes sur Facebook. Le plus tu as de likes sur Facebook, le plus tu diffuses ton information. Rokia, Bombino, un certain nombre de personnes au Sahara m'ont convaincu de l'inverse. Quand je publie un reportage, quand je diffuse des photos, quand je publie un livre, je ne le diffuse pas pour le plus grand nombre. Je le diffuse d'abord pour Rokia, pour Bombino, pour tous leurs amis, pour qu'ils voient mon regard, qu'ils puissent m'apprendre à chaque fois. Je le diffuse pour leur communauté. Personne ne veut parler de la réalité de leur communauté. Je vais être franc, on est 4 ou 5 dans le monde entier à vouloir uniquement parler, hormis les chercheurs, à parler du Sahara tel qu'il est. Le reste, c'est des personnes qui, pour des questions économiques, acceptent ce que les rédactions, ce que les éditeurs, ce que les télévisions leur demandent, à savoir un Sahara de guerre, un Sahara de famine, un Sahara qui existe.
On n'est pas complètement idéaliste, on le voit, on participe à des actions discrètement pour aider certains coins. Mais ce n'est pas l'ensemble du Sahara, c'est des petits coins très particuliers. Et ces jeunes, pas que des jeunes d'ailleurs, m'ont poussé à faire une somme, à essayer de sortir un livre, de publier un livre autour de ce projet, Sahara Rocks. Donc je leur ai dit, ça ne marchera jamais, il n'y a pas d'éditeur. Voilà. Bon, heureusement, il y a un éditeur, un breton, assez fou pour se lancer dans le pari. Mais il fallait un petit peu d'argent. Donc on a lancé une campagne de crowdfunding. Donc je suis allé voir tous les copains, comment on fait une campagne de crowdfunding. Ils me disent, ouais, il faut que tu mobilises des communautés, tout ça, tac, tac, tac. Les communautés, en 15 ans de voyage, de reportage, elles étaient devant moi, mais je ne les voyais pas. Et ce sont eux qui m'ont dit, mais tu sais, nous, il y a les Touaregs, mais il y a aussi les Arabes du Sahara, et puis il y a aussi les Haoussa au Niger. Et toutes ces personnes m'ont encouragé. Ils m'ont dit, ouais, tu peux pas nous faire des pare-soleils pour nos 4x4, parce que là, en ce moment, la mode, c'est uniquement des versets du Coran, et tu peux pas nous faire des trucs Sahara Rocks, et on se prend en photo devant. Je dis, non, je peux pas. Je vais pas aller à l'encontre des versets du Coran. En revanche, je sais pas, inventer des trucs. Et ils se sont mis à m'envoyer depuis les camps de réfugiés sahraouis, entre le Maroc et l'Algérie, depuis Agadez. Chacun s'est emparé du projet Sahara Rocks. J'ai terminé le livre, et je suis arrivé à un moment assez critique où je me disais, mais j'ai rendu ce qu'on m'avait offert, mais est-ce que je ne peux pas leur faire en sorte qu'ils se posent eux-mêmes des questions? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'on aille un petit peu plus loin que ces jeunes qui se posent des questions, et est-ce qu'on ne peut pas leur proposer le Sahara pour toi, dans 20 ans, c'est quoi? Donc je leur ai posé la question. Et la question a circulé sur tous les réseaux sociaux. Pas sur Tinder, comme tout à l'heure, on en parlait, mais sur énormément de réseaux. Qu'est-ce que sera le Sahara dans 20 ans? Toute cette histoire pour vous prouver que, en offrant les photos, en rendant les sons, en offrant à chaque fois que vous voyagez des choses aux personnes que vous rencontrez, d'autres histoires vous arrivent. Vous créez des communautés qui vous entourent, qui vous encouragent, qui vous critiquent, qui vous font progresser. Et si cette communauté qui est aujourd'hui dans cette salle peut me permettre de retrouver ces deux personnes, ce père et sa fille, je pense que c'est une bonne petite philosophie de voyage, de quand vous voyagez, quand vous prenez des photos, rendez-les. Et vous pouvez prendre en photo cette personne et la diffuser. Merci.